L'obscurité fera place à la lumière. La lumière fera place à l'espoir. L'espoir fera place à la mort. Après plus de 3 mois terrestres standardisés, le secteur Venexian émerge enfin de la tourmente dans laquelle il fut brutalement plongé. L'ouverture d'un corridor stable traversant la Cicatrix Maledictum à proximité de ce secteur offrait à l'Imperium une voie sûre pour rejoindre l'autre rive de la galaxie. Les planètes du secteur Venexian devaient donc servir de point de ralliement à la croisade Fulminata et assurer la ligne de ravitaillement pour les forces impériales une fois qu'elles se seraient élancées à la reconquête de l'Imperium Nihilus. Mais la pesanteur bureaucratique de l'Imperium l'empêcha de réagir avec la promptitude requise alors qu'une centaine d'assaillants différents se jetaient déjà sur ce secteur vulnérable. En arrivant sur place, chaque vaisseau impérial qui venait se rallier à la croisade Fulminata découvrait contre toute attente des planètes en état de siège et se retrouvait lui-même happé dans le tourbillon de la guerre. Aucune planète du secteur n'a autant souffert des affres de cette guerre que Santarcus. La violence des assauts subis dans les premiers jours du conflit laissait présager qu'elle serait la première à tomber. Les lions de Santarcus et les quelques contingents de la croisade Fulminata alors en garnison sur cette planète ne purent contenir la déferlante d'ennemis différents qui s'abattit sur eux. Démons, mutants et xénos arrivèrent par milliers, avec dans la plupart des cas une soif de sang, de pillage ou de stupre pour seule motivation. Les laquais décadents de Slaanesh, les pirates galactiques et les mutants du culte Genestealers comptèrent parmi les plus redoutables adversaires. Les défenseurs furent contraints de céder chaque jour un peu plus de terrain à ces pillards sanguinaires. Seule l'intervention providentielle de nouvelles forces impériales permit de reconquérir une partie des territoires perdus. Le secours de la Death Watch, des Sœurs de Bataille, des Black Templars, de régiments de la Garde et même de certaines forces Xénos fut crucial dans cette période charnière. Mais cette contre-offensive, quoique salvatrice, finit par s'embourber dans cette guerre totale. D'autres belligérants impériaux vinrent porter secours au monde cardinal, mais ce fut la dissension entre les assaillants eux-mêmes qui les empêcha de submerger la planète. Enivrés seulement par les effusions de sang et de larmes, les assaillants délaissèrent progressivement les bastions imprenables où s'étaient retranchés les derniers défenseurs et commencèrent à s'affronter entre eux. Seul ce précieux répit permit aux défenseurs de ressortir de cette guerre victorieux. Mais lorsque la poussière retomba, la sublime Santarcus était défigurée. Nombre de ces spires vertigineuses et autres splendeurs architecturales jonchaient à présent le sol et dévoilaient un spectacle singulier pour les survivants tarcusiens. Celui d'une ligne d'horizon claire et dégagée, ininterrompue par la main de l'homme. Ne dérogeant pas à son arrivisme habituel, l'aristocratie tarcusienne fut plus prompte à se remettre de ce désastre que ne le fut le reste de la population. Les terres comme les arbres généalogiques ayant été complètement arasés par la guerre, il laissait le champ libre à quiconque voudrait y cultiver ses ambitions personnelles, et les premières rivalités sauvages ne tardèrent pas à y fleurir. L'ecclésiarchie, qui jouissait d'une totale hégémonie sur Santarcus, a vu son pouvoir remis en question suite à cette débâcle militaire foudroyante. De nombreux Tarcusiens ont pu se soustraire au regard des cardinaux durant cette période trouble, tandis que de nombreux regards extérieurs se sont portés sur Santarcus, si bien que le collège des cardinaux se retrouve menacé à la fois par le bas et par le haut. Par le bas car il doit gérer des enclaves séparatistes d'aristocrates tarcusiens, et par le haut car l'attention que l'administratum a accordée à cette planète pourrait bien aboutir à une mise sous tutelle qui mettrait un terme à la toute-puissance de l'ecclésiarchie sur Santarcus.
Dans un élan de piété ou d'ingéniosité politique, le Collège des Cardinaux décida de sacraliser les vastes désolations que les mutants, démons et hérétiques avaient laissées dans leur sillage, et où certains rôdent peut-être encore. Ces champs de ruines souillés par une présence impie sont donc paradoxalement considérés comme des sanctuaires inviolables, leurs terres ayant été bénies par l'icor que tant de valeureux martyrs sont venus y verser. Ainsi, ces sanctuaires seront préservés de l'appétit territorial de l'aristocratie tarcusienne, et les nombreux belligérants venus se battre et mourir sur Santarcus auront été dûment honorés. Un gage de paix et de fraternité entre les Tarcusiens et leurs alliés. Mais jamais plus le joyau du secteur vénétien ne retrouvera son éclat. Rutilia fut également la cible de violents assauts. Toutefois, ses assaillants les plus féroces étaient d'une toute autre nature que sur Santarcus. Ils entendaient arracher aux défenseurs les territoires et surtout les précieuses ressources de ce monde forge. Iron Warriors, orques et tyrannides furent les plus redoutables de ses conquérants. Ils s'en prirent rapidement aux cibles prioritaires de cette planète ou s'enfoncèrent au cœur de ses souterrains labyrinthiques. Le combat fut rude, et une grande partie des raffineries, manufactorums et laboratoires que les conquérants comptaient s'accaparer fut entièrement détruite dans les affrontements. La résistance acharnée des défenseurs et les rivalités entre les différents assaillants empêchèrent ces derniers de s'emparer totalement de Rutilia. Mais à mesure que le tumulte de la guerre montait crescendo, le ciel rougeoyant de Rutilia se teintait progressivement de volutes vertes, et à présent, le monde forge apparaît depuis l'espace comme un orbe où s'entrelacent le rubis et l'émeraude. L'origine et les implications de ce phénomène demeurent inconnues. Qu'il s'agisse là du fruit des graines plantées par les assaillants sur le sol de Rutilia, ou bien que ces racines s'enfoncent plus profondément encore, le clergé des technoprêtres ne déroge pas à son mutisme habituel sur ce sujet. Pour les impériaux, l'heure n'est plus à l'investigation, mais à la reconstruction. À brève échéance, le monde forge aura à charge de purger les quelques territoires qui demeurent aux mains des conquérants, reconstruire les nombreux manufactorums détruits et assumer la production vitale au reste du secteur. Bien que l'Agrimonde ne fit pas l'objet d'autant de prédations que Santarcus ou Rutilia, ces paysages primordiaux furent le théâtre d'immenses affrontements. Les Taux, les tyrannides de la flotte vatraxienne, la Deathguard et l'hérésie cantarélienne furent les principaux fléaux de Caelonia, tandis que Black Templars et Salamanders leur barrèrent la route par la foi et par le feu. Chaque victoire des envahisseurs était balayée par une victoire plus éclatante des défenseurs sur un autre front. Les complexes d'aquaculture répartis au large des océans caéloniens furent épargnés, et avec eux l'approvisionnement alimentaire de toutes les planètes environnantes. Pour l'essentiel, les belligérants s'affrontèrent dans les vastes étendues sauvages de la planète. Et si les splendeurs naturelles de Caelonia portent encore les stigmates de ces affrontements, la vie ne tardera pas à y reprendre ses droits. De toutes les planètes du secteur vénétien, Uriontina fut la moins affectée par la guerre. Si ces paysages asséchés et mortifères furent irrigués de sang frais, l'enceinte de ces cités ruches fut presque totalement préservée des invasions. Tandis que les armées des défenseurs contraient les forces de siège dans les plaines d'Uriontina, leurs commandos déjouaient habilement les rares tentatives de sabotage qui s'opéraient au cœur des cités ruches. Au paroxysme de la guerre, les tracts de propagande distribués aux ruchiers les préparaient à devoir mener une guérilla face aux Taux et aux Iron Warriors qui étaient les plus susceptibles de percer les lignes de défense impériales. Mais à présent que ce péril est éloigné, l'architecture intérieure baroque qui fait la singularité des ruches orientines s'enrichit de bas-reliefs dépeignant les hauts faits des Ultramarines, Vostroyens, Blackfists et Salamanders qui furent les plus éminents défenseurs de cette planète. Contre toute attente, l'aristocratie des ruches orientines sort grandie de cette guerre. Elle se trouve désormais en position de force par rapport aux autres planètes du secteur.
À la tête des gigantesques complexes industriels que sont les cités ruches, elle fut toujours très influente. Mais elle peut à présent s'affranchir du joug des cardinaux tarcusiens et de leur aréopage de vassaux qui sont trop affairés à gérer leurs dissensions internes et consolider le socle fragilisé de leur pouvoir sur Santarcus. Cette guerre fut aussi rapide que meurtrière, chaque belligérant étant parfaitement conscient qu'il lui fallait frapper vite et fort pour prendre l'ascendant. Le corridor de stabilité à travers la faille Warp menaçant de se refermer à tout instant, et le secteur étant condamné s'il était livré à lui-même, la fenêtre d'opportunité a été réduite. Au sol comme dans l'espace, les défenseurs s'engagèrent à corps perdu dans cette guerre. Les vagues d'assaut successives emportèrent un grand nombre d'entre eux et érodèrent chaque fois un peu plus la détermination des survivants. Mais ils tinrent bon, jusqu'au bout, jusqu'à faire perdre le goût de la guerre aux assaillants qui avaient cru voir dans le secteur vénétien une proie facile. Cependant, si le secteur vénétien demeure bien sous l'égide de l'Imperium, celle-ci occulte une sinistre réalité. Santarcus et Rutilia ne retrouveront jamais la gloire et la prospérité qui leur ont été arrachées. Et seule l'incertitude règne désormais sur le secteur comme une souveraine capricieuse. À bien des égards, les sacrifices consentis par les impériaux pour sauver ces planètes furent trop grands. Toutes les forces vives de la croisade Fulminata durent être employées pour sauver un secteur qui ne devait pourtant représenter que le point de départ de leur glorieuse épopée. La croisade Fulminata ne sera pas retenue dans les chroniques impériales, mais aucun des combattants ayant pris part à la défense du secteur vénétien n'oubliera le sang qui fut versé en ces lieux.